Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour ce nouveau numéro de l'Exode-Call, aujourd'hui numéro 125. Et pour ce numéro, je vous propose d'approfondir une notion algébrique autour des anneaux, une notion que vous avez certainement déjà entendu parler lorsque vous manipuliez l'anneau des antirelatifs ou l'anneau des polynômes. Je parle ici de la notion d'anneau euclidien. Et plus précisément, on va démontrer une caractérisation des anneaux euclidiens. L'énoncé précis du jour est donc le suivant, soit A plus croix un anneau commutatif intègre. Nous allons définir par récurrence une suite de parties de A de la manière suivante. A0 sera 0 union les inversibles de A. Et puis, pour tout n, on va définir an plus 1 en fonction de an et de cette drôle d'ensemble dépendant également de an. La question qui va se poser est la suivante. Il va falloir démontrer que si l'union des an, c'est tout l'anneau, alors l'anneau est euclidien. Et de plus, la fonction phi a, définie comme ci suit, nous donne un stasme de A. Donc on est carrément capable d'exhiber un stasme euclidien sur notre anneau. Réciproquement, on va aussi démontrer que si A est euclidien et que si nu est un stasme de A, alors nous avons la réciproque, A est égal à l'union des AN, et on a un truc en plus, c'est que le stasme donné ici est en fait le stasme le plus petit que vous pourriez construire sur votre anneau. Voilà, là, il y a beaucoup d'informations. Il y a la notion d'anneau euclidien qu'il va falloir que je vous rappelle un petit peu. Et puis, il y a une question qui se pose ici sur le fait de déterminer une échelle minimale pour laquelle on va pouvoir assurer une structure euclidienne. Alors, permettez-moi d'abord de mentionner un ancien exercice dans lequel j'ai déjà discuté de la notion d'anneau euclidien. C'était l'exode-call numéro 67, où nous abordions le fait que l'anneau donné par les entiers de Gauss, qui sont donc les nombres qui s'écrivent A plus IB avec A et B des entiers relatifs, est euclidien. Et pour quel stasme? Pour le stasme donné par le module au carré. Donc, si vous voulez avoir une discussion plus approfondie sur la notion d'euclidien, si ça ne vous parle pas du tout, je vous invite à aller jeter un coup d'œil à cet exode-call avant toute chose. Je pense que ça peut vous aider déjà à appréhender un petit peu plus la notion. Ici, je vais me contenter de donner la définition qui va être la plus utile ici, à savoir qu'il y a des variantes de la définition, des variantes dans lesquelles on pourrait demander plus de choses, mais en fait, demander plus de choses, c'est équivalent à demander moins de choses, etc., etc. Donc ici, je ne vais pas rentrer dans ce genre de détails, je l'ai déjà fait dans cet exode-call. Je vais juste me contenter d'une définition suffisante pour pouvoir attaquer cet exercice. La définition suffisante sera donc pour moi la suivante. A est euclidien, bien sûr sous les conditions d'anneau commutatif intègre. Encore une fois, j'ai déjà discuté de ça, on pourrait se poser la question, est-ce qu'il faut forcément avoir un anneau commutatif? Mais bon, ici, voilà, on va se le supposer, commutatif intègre. Donc A est euclidien si et seulement si il existe une fonction nu qui va de A sauf 0 vers les entiers naturels, et c'est ça qu'on va appeler stasme, ou stasme euclidien, tel que, on va pouvoir faire, c'est vraiment l'idée qu'il faut avoir en tête, et certainement la chose qu'on vous a dite quand on parle d'anneau euclidien, c'est un anneau dans lequel on peut faire de la division euclidienne. Mais de la division euclidienne par rapport à quoi? Et c'est pour ça que c'est important d'introduire la fonction par rapport à quoi vous allez faire de la division euclidienne, donc le stasme, plus précisément. Et donc, c'est ce que je vais écrire maintenant, c'est juste la propriété de division euclidienne. Pour n'importe quel A et B des éléments de l'anneau tels que B est non nul, alors disons que c'est une paire, il existe une paire QR d'éléments de A tels que vous pouvez assurer deux choses. La première, vous avez l'écriture de la division euclidienne, A égale BQ plus R, et vous avez également le fait que vous êtes en train de descendre dans l'échelle donnée par le stasme. Donc vous avez soit R qui est égal à 0, ou alors vous avez nu R qui est inférieur strict à nu B. Donc voilà, ça c'est la propriété donc d'être un anneau euclidien, et vous en connaissez déjà des anneaux euclidiens, et justement, j'en parlais au tout début, vous avez bien sûr l'anneau des polynômes, K est un corps avec le degré, ça c'est un anneau euclidien, et le stasme ici c'est le degré. Et puis vous avez également les entiers relatifs avec la valeur absolue. Donc là, les entiers relatifs, c'est la division euclidienne que vous connaissez, et puis la valeur absolue qui nous permet de s'assurer de l'échelle dans laquelle on travaille. Alors bien, j'aimerais vous faire plusieurs remarques. La première remarque que j'aimerais vous faire, c'est tout d'abord,
on ne demande pas unicité quand on fait de la division euclidienne. J'en ai parlé et j'ai montré des exemples, je pense, dans l'anneau ici de Gauss, et c'est un exemple assez intéressant, mais ce n'est pas le seul exemple dans lequel vous n'avez pas unicité. En fait, les deux anneaux que je viens de vous donner, avec les deux spasmes correspondants, vous n'avez pas unicité. Pour le degré, tout pourrait se jouer à un inversible près, par exemple. C'est le genre de choses qui pourrait arriver. Et puis ici, pour les antirelatifs, alors ça peut être un peu troublant, mais en effet, si vous faites la division euclidienne, par exemple, de 5 par rapport à 2, vous pouvez très bien écrire ceci. Et là, l'écriture devient unique si je me restreins à des entiers qui sont positifs. Et c'est là le truc. Ici, si on se restreint à des entiers positifs stricts ou positifs tout court, dans ce cas-là, on est sauvé. Mais si on ne se restreint pas à des entiers positifs, on peut très bien aussi écrire la division euclidienne suivante. Et ça marche encore, étant donné que le reste ici est encore un reste qui est plus petit que 2 en termes de module, en termes de valeur absolue. La valeur absolue de 2, bien sûr, il vaut 2, et puis la valeur absolue de 1 ou de moins 1, bah, ça vaut 1. Donc, bien sûr, on est descendu dans l'échelle. Donc, ceci, c'est pour souligner le fait que, attention, quand vous faites de la division euclidienne dans Z, vous n'avez pas forcément unicité. Mais par contre, vous avez unicité si vous vous restreignez à des entiers qui sont positifs. C'est là l'astuce. Et en gros, vous pouvez faire le même genre de bidouille sur les polynômes pour arriver à des exemples différents de division euclidienne. Donc bien, alors voilà, ça c'est bon à savoir déjà, de se dire que oui, la division euclidienne, c'est pas toujours unique. Mais un autre truc sur lequel vous pourriez tiquer un petit peu, c'est le fait qu'en fait, il n'y a pas forcément une seule échelle qui convient. Là, justement, je vous ai dit, bon, il y a le degré ici pour les polynômes, et puis ici, il y a la valeur absolue. Mais est-ce que ce sont les seuls pour lesquels on peut assurer une structure de division euclidienne? Voire même, est-ce qu'il existerait une question d'échelle minimale? Eh bien, c'est ce à quoi répond cet exercice. Cet exercice va vous permettre de construire une échelle minimale pour laquelle vous allez pouvoir vous assurer que l'anneau est euclidien pour cette échelle. Quand même pas mal ça. Donc ça vous permet de vous mettre un petit peu face à la question de la division euclidienne par rapport à une certaine échelle. Est-ce que je peux m'amuser à changer l'échelle comme je veux? D'ailleurs, il y a une question ouverte autour de ça, c'est de savoir est-ce que pour n'importe quel anneau euclidien, on peut trouver une échelle qui serait multiplicative? Par exemple, la valeur absolue est multiplicative. Vous pouvez avoir valeur absolue de A fois B qui vaut valeur absolue de A fois valeur absolue de B. Est-ce que pour les polynômes, on aurait quelque chose du même genre? Ça, par exemple, on n'a pas forcément une idée précise sur la question. On sait qu'on a une propriété qui ressemble un petit peu à du logarithme, puisqu'on a le degré du produit qui correspond au degré de l'un plus le degré de l'autre. Donc on a quand même une petite propriété qui nous laisse à penser que ça devrait être possible. Mais bon, bah, c'est pas si évident a priori. Et si je vous donne un anneau quelconque, euclidien, comment est-ce qu'on pourrait construire un stasme qui vérifierait le même genre de propriété ici, de multiplicativité? Ben ça, c'est globalement une question encore ouverte aujourd'hui. Mais on ne va pas rentrer bien sûr là-dedans. Là, ici, ce que j'aimerais, c'est juste vous faire questionner sur comprendre cette échelle, ce stasme vis-à-vis de l'anneau euclidien. Et ainsi, mieux comprendre ce qu'on entend par structure d'anneau euclidien. Bien. Est-ce que j'ai autre chose à dire? Alors, j'aurais d'autres choses à dire, mais j'aimerais vous laisser le temps de réfléchir à l'exercice avant que je ne dise quoi que ce soit d'autre, parce que je pense que c'est important, avant même de se lancer dans l'exercice, de bien comprendre la suite AN qu'on cherche à construire. Et donc, je ne vais pas vous expliquer ça davantage, je vais vous laisser le plaisir de vous amuser un petit peu avec les notions abordées et les différentes choses introduites par vous-même, avant que je ne vous dise quoi que ce soit d'autre. Alors allez-y, n'hésitez pas donc à faire une pause sur la vidéo pour essayer de attaquer cet exercice. Très bien. Alors j'espère que vous aurez essayé. Maintenant, je vais vous faire comprendre un petit peu plus ce que veut dire cette suite AN. Et puis ensuite, je vais vous donner une petite idée de comment on pourrait s'y prendre pour résoudre l'exercice, sans rentrer trop dans le détail de la résolution pour l'instant. Alors un exemple sur lequel il faut travailler tout de suite, c'est l'exemple des polynômes. Je pense que c'est un très bon exemple sur lequel démarrer. Donc si on travaille avec les polynômes, d'après la construction, je dois commencer avec A0 comme étant l'ensemble des inversibles union 0. Si on y réfléchit un instant, les éléments inversibles de l'anneau des polynômes, ce sont que les polynômes constants.
Donc on va se retrouver avec tous les polynômes constants, et en plus de ça, on aura aussi le polynôme nul. Bien sûr, les polynômes constants non nuls, c'est les inversibles, et puis après, on a aussi 0. Donc en soi, je vais me permettre de simplifier l'écriture. A0, c'est juste K. Maintenant, qu'est-ce que A1? Alors on réfléchit et on regarde d'un petit peu plus près, ce que veut dire cette chose ici. Cette chose ici nous dit, on doit prendre les éléments B tels que, pour n'importe quel polynôme donc accroché X, il existe un polynôme Q donc accroché X, et il existe un reste qui lui doit être constant, puisqu'il doit être dans A0, tel que, donc on veut les B donc accroché X, tel que je veux que P puisse s'écrire B fois Q plus R. Et là, si vous réfléchissez un peu, vous essayez de comprendre un petit peu ce qu'il en est. Donc on cherche les polynômes B pour lesquels on est capable de trouver un polynôme Q pour n'importe quel polynôme P, tel que, en faisant la division euclidienne qu'on aimerait faire, le reste est assuré d'être constant. Alors si vous réfléchissez un peu, on peut le faire avec les polynômes de degré 1. Donc en effet, si je prends B, un polynôme de K1 crochet X, pensez juste à ce qui se passe pour le degré, ça se passe très bien. En effet, quand vous écrivez la division euclidienne par un polynôme de degré 1, vous allez bien avoir ça qui va être de degré nul. La construction de ce qu'on va dire là, donc de l'anneau euclidien en fait en soi, vous avez forcément le degré qui est nul. Soit nul, soit moins infini bien sûr si si R est nul, bien sûr. Donc, soit ça, soit bien sûr le polynôme est nul, il y a ça cas-là quand même à traiter. Bref. Donc là on peut déjà constater que les polynômes de degré 1 et les polynômes de degré 0 donc, ces deux types de polynômes sont dans A1. Est-ce qu'un polynôme de degré 2 peut apparaître dans cet ensemble? Eh bien, si vous réfléchissez un peu, vous allez vous rendre compte que non. Et si vous prenez par exemple P comme étant égal à X et B comme étant égal à X carré, eh bien, il n'y a aucun monde dans lequel vous pourriez chercher à écrire P égale Q fois B plus un reste qui doit être constant. Ça, c'est pas possible, puisque quand vous faites la division euclidienne, juste pensez déjà au degré, quand vous faites une division euclidienne par x carré, d'un polynôme de degré inférieur à x carré, eh bien vous allez vous retrouver avec une difficulté, c'est que dans la division euclidienne, vous ne pouvez pas multiplier par un élément q pour essayer de enlever le terme de plus haut degré, puisque le terme de plus haut degré de P est plus petit en termes de degré, il est plus petit que le degré de B. Donc automatiquement, ce produit-là, il est de degré supérieur strict. Donc si vous voulez minimiser, votre seul choix possible ici, ça serait Q égale 0, mais pour Q égale 0, ça ne marche pas. Donc, vous vous rendez compte que dès que vous prenez un polynôme de degré 2, voire plus, eh bien la propriété ne fonctionne plus. Ce qui signifie alors que A1, eh bien, ça va être les polynômes de degré O plus 1. Voilà, je pense avoir assez bien expliqué ce qui se passe pour A1. Pour vous divulgacher un peu la suite, je vous laisse le soin de faire les détails si vous le souhaitez. Vous pouvez démontrer ensuite que A2, c'est bien les polynômes de degré O plus 2, etc. jusqu'à AN, qui sera les polynômes de degré O plus N. Et vous pouvez en effet vous assurer que A, c'est l'union des AN. Puisqu'en effet, dès que vous prenez un polynôme, ce polynôme va avoir un degré, donc va appartenir à un des AN. Voilà, donc c'est assez rapide. Et puis vous pourrez constater aussi que le stasme minimal, le phi A, eh bien c'est en fait le degré. Alors je ne vais pas faire l'exemple tout de suite, mais je vous invite à réfléchir aussi un peu à l'exemple des entiers relatifs. Je pense que c'est un bon exemple sur lequel il faut bosser un petit peu pour se rendre compte que ce n'est pas toujours aussi trivial. Ici, on a de la chance, le stasme correspondant à K crochet X, là, le degré minimal, le stasme minimal, c'est le degré. C'est en fait le stasme qu'on connaît bien. Mais pour les entiers relatifs, c'est pas comme ça que ça va se passer. Et donc ça peut être intéressant d'essayer de le faire avant de résoudre l'exercice. Je ne vais pas le faire parce que ça demande un petit peu de temps et un petit peu de compréhension, mais essayez de réfléchir au moins aux premiers ensembles, juste pour manipuler et comprendre ce qu'on entend par manipuler les AN. Bien, alors maintenant que j'ai fait l'exemple que je voulais vous faire, et que je voulais vous montrer afin de bien comprendre l'énoncé, je vais pouvoir vous donner une espèce de plan. Hop.
pour la résolution. Et donc pour la résolution, bon ben, on a une espèce de si et seulement si à démontrer, alors ben, on va le faire dans un sens, puis ensuite on va le faire dans l'autre. Donc, dans le sens direct, donc on part du fait que A est l'union des AN. La première chose qu'il faut se poser comme question, c'est le fait que phi A soit bien défini. Tout de suite. Parce que là, vous avez un minimum sur un ensemble. A priori, c'est pas sûr qu'un minimum existe comme ça. Donc il faut justifier pourquoi un tel minimum puisse exister. Donc, première chose, vérifier que phi A est bien défini. Et une fois que vous avez vérifié que phi A est bien défini, vous pouvez vous lancer à démontrer que phi A est un stasme en utilisant la définition que j'ai donnée. Donc, c'est-à-dire vous allez devoir prendre un A et un B dans l'anneau, et puis vous allez dire que B est non nul, et puis ensuite vous devez chercher un moyen de démontrer que vous pouvez écrire A égale B fois Q plus R, avec R qui va être soit nul, soit d'un phi A qui va être plus petit que le phi A de B. Bien, donc là il faut vraiment manipuler la définition, c'est vraiment impeccable pour travailler, donc la notion d'anneau euclidien. Donc ça c'est pour le sens direct. Pour le sens indirect, cette fois-ci, vous avez un anneau avec déjà une structure euclidienne. Et là, l'idée, c'est qu'il faut se servir de cette échelle euclidienne pour faire le lien avec les AN. Et en fait, ce qu'on peut faire, c'est introduire une autre suite, BN, ici, qui sera donc l'ensemble, donc ça sera 0, union, l'ensemble des X dans A, tel que, donc A non nul, bien sûr, tel que je veux que nu de X soit inférieur ou égal à N. Donc on définit ces choses-là, qui va être l'analogue de AN, et en fait on va démontrer un lien entre BN et AN. Il faut montrer que BN est inclus dans AN pour tout N. Une fois que vous avez démontré ça, bah, j'affirme que vous pouvez conclure. Et voilà, vous avez le plan de la résolution de cet exercice. Donc, maintenant que vous avez tout ce qu'il vous faut, je pense, au minimum pour pouvoir attaquer cet exercice sereinement, je vous invite à nouveau à faire une pause sur la vidéo pour essayer de résoudre l'exercice par vous-même avant que je ne vous dise quoi que ce soit d'autre. Très bien, j'espère que vous aurez essayé. Je pense que c'est vraiment un super exercice pour comprendre et manipuler ce qu'on entend par anneau euclidien. J'espère que vous aurez essayé au moins, si vous n'avez pas forcément réussi, essayez de voir un petit peu à quoi peut ressembler le stasme minimal pour les entiers relatifs. Je pense que c'est vraiment un chouette exercice à faire. Donc, eh bien, on part de cette hypothèse, on sait que A, c'est l'union des AN, et donc, comme j'ai dit, la première chose qu'il faut vérifier, c'est est-ce que phi A est bien défini. Pour vérifier ça, regardez votre ensemble ici, il suffit de vérifier que cet ensemble est non vide. Et en effet, cet ensemble est non vide. Donc si je prends X, un élément de A, vous savez par cette propriété qu'il existe, donc de point, il existe un entier naturel tel que X appartient à AN. Ce qui veut dire alors que l'ensemble des entiers naturels N, je vais mettre M pour changer, tel que X appartient à AM, est non vide, et en plus de ça, c'est une partie des entiers naturels. Donc dès que vous avez une partie des entiers naturels non vides, le minimum existe. Propriété de première année de classe préparatoire. Donc le minimum existe. Ce qui veut dire que phi A est bien défini. Hop là. Voilà, maintenant qu'on a démontré que phi A est bien défini, reste à démontrer qu'on a bien un stasme. Et donc, comme je l'ai dit, pour démontrer que c'est bien un stasme, on sort l'artillerie, juste liée à la définition, soit A et B, deux éléments de l'anneau, tels que B est non nul. OK. Et il faut montrer qu'il existe Q et R tels qu'on a la propriété qu'on souhaite. Alors, on peut jouer tout de suite sur la valeur de B par rapport à phi A, puisque B admet bien une valeur par rapport à phi A. On va noter N cette valeur. Donc, posons N comme étant phi A de B.
Et le fait de savoir que n, c'est phi A de B, ça me permet tout de suite de dire que B, il appartient à AN, mais il n'appartient pas à n-1. Alors, on va avoir quand même deux cas de figure, soit n égale 0, soit n est non nul, mais en soi, l'idée, c'est ça, c'est que je vais pouvoir dire, bah, en fait, mon B, il appartient forcément à n, mais pas à n-1. Donc, on peut avoir plus ou moins deux cas de figure qui viennent à nous. Et je vais peut-être traiter le cas le plus facile, ça serait d'abord de traiter le cas n égale 0. Donc si n égale 0, bon, ça veut dire que B appartient à A0. Et si B appartient à A0, d'après la définition, ça veut dire que c'est un inversible, puisque B est non nul. Donc, comme B est non nul, c'est un inversible. Et comme c'est un inversible, bah, vous pouvez très bien écrire A est égal à B fois... je ne fasse pas de bêtises. Ouais, B fois B moins 1 fois A. Je vous rappelle que l'anneau est commutatif, vous pouvez faire le produit dans le sens que vous voulez, pas de problème. Et donc, bah là, vous avez bien une écriture du style BQ plus R, avec Q égale B moins 1A, et R égale 0. Et ça vérifie bien la propriété d'être un stas, puisqu'il doit exister une paire QR telle que, eh bien, je peux écrire A égale B fois Q plus R, et R, c'est soit nul, soit un stas, la valeur du stas doit être plus petit strict. Bon, bah là, le reste est nul, donc on a gagné. Très bien, donc j'ai traité le cas facile. Maintenant, le cas un peu moins facile, je vais me permettre d'effacer le cas n égale 0. Et vous allez voir que le cas un peu moins facile, bah, il va être donné grâce à la définition de la suite AN. Donc si n est différent de 0, vous avez alors que B appartient à n, mais pas à n-1. Et si vous regardez la définition d'être dans AN, ou AN plus 1 par rapport à AN, vous voyez que alors B doit appartenir à cet ensemble-là. Donc ça veut dire qu'il existe, alors pour tout A, le A est déjà fixé, il existe Q dans A et R dans AN moins 1, tel que vous avez A est égal à BQ plus R. Ok, alors bah, ça veut dire que vous avez en particulier un Q et un R qui est dans A. Et qu'est-ce que vous pouvez dire de R? Bah, comme R est dans AN-1, ça veut dire que phi A de R est inférieur ou égal à N-1. Donc, je vais écrire avec phi A de R qui est égal à N-1, qui est donc inférieur strict à N, qui est phi A de B. Donc on a bien la propriété satisfaite ici, phi A de R est inférieur strict à phi A de B, et nous avons la possibilité d'écrire A égale BQ plus R. Terminé, je viens donc de démontrer que l'anneau avec lequel nous sommes en train de jouer est un anneau euclidien et que phi A est bien un stasme pour cet anneau. Reste à démontrer donc le sens réciproque. Encore une fois, n'hésitez pas à faire des pauses sur la vidéo s'il y a des choses que vous n'avez pas très bien comprises, s'il y a des choses sur lesquelles vous avez besoin de revenir. C'est fait pour ça, le support vidéo. Profitez-en. Hop. Alors, l'autre sens. Donc, l'autre sens, j'ai un anneau euclidien, et comme je vous l'ai dit tantôt, ce que je vais faire, c'est que je vais poser Bn 0 union l'ensemble des éléments x non nuls tels que j'ai nu de x qui est inférieur ou égal à n. Et on va démontrer que Bn est inclus dans An, et pour cela, on va le démontrer par récurrence. Par récurrence. Et donc, on va commencer par démontrer que B0 est inclus dans A0. Initialisation, comme d'hab. Initialisation. Ok, alors si je prends un élément qui est dans B0, soit x élément de B0, et tout de suite, je vais dire qu'il est non nul. Bien sûr. Bien. Alors, normalement, j'ai quand même la propriété de division euclidienne. Alors, je vais m'amuser à utiliser cette propriété de division euclidienne. Mais je ne vais pas l'utiliser n'importe comment. Je vais bien choisir l'élément A avec lequel je vais faire de la division euclidienne par rapport à x. Et la bonne idée, c'est de prendre comme élément A, bah, A égale 1. Car en effet, si je prends n'importe quel élément A, d'après, j'écris juste ce que je devrais obtenir, comme ça vous donne une idée précise de ce qui va se passer. Si je prends un anneau A, enfin un élément A quelconque, pardon, eh bien, je vais écrire la division euclidienne par rapport à x, et du coup, je pourrais écrire j'ai x fois q plus r.
Et R, qu'est-ce qu'il doit vérifier? Ben, je sais que soit R est nul, ou alors nu de R est inférieur strict à nu de X. Le problème, c'est que nu de X, ici, n'a pas d'autre choix que d'être nul, puisque les valeurs prises par le stasme sont des entiers naturels, et que là, vous demandez à ce que nu de x soit inférieur ou égal à 0. Donc vous n'avez pas le choix, ça doit être égal à 0. Ça veut dire ici que nu de r ne peut pas être inférieur strict à nu de x, puisque nu de r est nécessairement supérieur ou égal à 0. Donc vous avez un problème, cette propriété-là ne peut pas être satisfaite, et par conséquent, vous avez alors que r doit être égal à 0. Du coup, vous avez a égale x fois q. Vous voulez démontrer que x est un élément de A0, donc en particulier que c'est un élément inversible, donc ça paraît être un bon choix de choisir A comme étant un élément inversible. Voilà, maintenant que j'ai mis au clair pourquoi c'est une bonne idée de prendre A égale 1, et bien je vais le faire. Si je prends A égale 1, par les propriétés de division euclidienne, je peux écrire qu'on a 1 égale x fois q plus r, avec ces deux propriétés, mais comme je viens de le dire ici, celle-ci est impossible. Et par conséquent, vous vous retrouvez avec 1 égale x fois q, ce qui veut dire que x est inversible. Et donc, je viens de démontrer en effet que x appartient à A0, et donc en effet que B0 est inclus dans A0. Voilà, je viens donc de démontrer l'initialisation. Reste à démontrer l'hérédité. J'efface, encore une fois, n'hésitez pas à faire des pauses ou à revenir en arrière au besoin. Bon, et l'hérédité, je ne vais pas écrire les phrases, mais bien évidemment, il y a les phrases classiques. Fixons un entier naturel n, supposons que la propriété qu'on veut démontrer est vraie pour ce n, démontrons que la propriété est vraie pour n plus 1. Bien. Donc on suppose ici, pour un n fixé, on a bien Bn qui est inclus dans An, et on veut démontrer que Bn plus 1 est inclus dans An plus 1. Ok, alors je vais prendre un x dans Bn plus 1, et encore une fois, je vais le supposer, ouais, bon, je pourrais le supposer nul cette fois, ça ne me dérange pas. Donc, soit x, un élément dans Bn plus 1, alors comme il est dans Bn plus 1, il y a deux choix qui peuvent se passer, soit, donc j'ai ici deux possibilités, soit vous avez que x, alors attendez que je réfléchisse un peu, donc soit vous avez que x appartient à Bn, et dans ce cas-là, hypothèse de récurrence, vous êtes bien dans An et c'est terminé, vous êtes bien dans An plus 1, puisque vous avez la suite des An qui sont inclus les uns dans les autres, c'est une suite croissante. Soit x n'est pas dans Bn, et dans ce cas-là, vous avez x qui est dans Bn plus 1 et pas dans Bn, et par définition de Bn, eh bien, vous vous rendez compte que nu de x vaut n plus 1. Alors maintenant, j'utilise les propriétés de division euclidienne une nouvelle fois. Pour n'importe quel A dans l'anneau, je sais qu'il existe Q et R éléments de l'anneau, tels que je peux écrire A égale QX plus R. Je vous ferai remarquer que X est non nul, hein, bien sûr. Et d'autre part, j'ai que soit R est égal à 0 ou nu R est inférieur strict à nu de X. Mais être inférieur à nu de x ici, ça veut dire alors être inférieur ou égal à n. Donc vous avez nu de r qui est inférieur ou égal à n, ou alors r qui vaut 0. Eh bien c'est exactement la définition d'être dans Bn. Du coup ça veut dire que cet élément-là, r, est dans Bn. Et encore une fois, hypothèse de récurrence, c'est donc un élément de An. Et bien voilà, j'ai terminé. Je viens donc de démontrer, puisque vous remarquerez que j'ai démontré que pour tout A dans grand A, il existe un Q dans A et il existe un R dans AN, tel que on a la propriété qui est ici. Je viens donc de démontrer que dans ce deuxième cas, X est bien un élément de AN plus 1. Et donc je viens de démontrer que Bn plus 1 est inclus dans AN plus 1, et donc on conclut par récurrence. Ok, et maintenant comment on peut conclure grâce à ça?
Ben, je vous ai dit que c'est une échelle. C'est l'analogue de la suite AN. Donc, ce qui semble être une assez bonne idée, c'est juste d'utiliser le fait que l'anneau peut s'écrire comme une union par rapport au BN. Donc, on a de plus A, qui est l'union pour n entier naturel des Bn, puisque en effet, peu importe l'élément que vous allez prendre, son stasme, si cet élément est non nul, son stasme existe bien, il est bien défini, c'est bien un entier naturel. Exactement comme quand vous prenez un polynôme, son degré est fixé, d'une certaine manière. Donc bah là, c'est la même chose. Okay, là, cette propriété-là est automatique, et je vous laisse le soin de détailler si besoin, mais c'est vraiment automatique par rapport à la définition d'anneau euclidien. Et bah, vous avez démontré que les Bn étaient inclus dans les An, donc vous savez alors que ce truc-là est inclus dans l'union des An. Oui, mais les AN ils sont tous dans A, donc bah, vous savez que ça c'est inclus dans A. Bon bah voilà, c'est terminé. Bon après je suis pas obligé de faire cette inclusion-là, mais je pense que c'est quand même assez joli de voir, bah voilà, on a une suite d'inclusion qui revient à l'ensemble de départ, donc ça veut dire que les inclusions sont des égalités, et par conséquent, on a bien que A, c'est l'union des AN. Et maintenant qu'on sait ça, ça veut dire que phi A est bien défini. Et je vous rappelle qu'on a démontré que Bn est inclus dans An pour tout n. De plus, ajoutons que Bn est inclus dans An pour tout n. Qu'est-ce que ça veut dire cette inclusion? Si vous réfléchissez un peu, ça veut dire que si vous prenez un élément dont le stasme est égal à n, vous êtes assuré que le stasme selon phi A de cet élément est inférieur ou égal à n. Donc ça implique que si, en particulier, donc si, alors je vais l'écrire comme ça, soit x un élément dans A tel que son stasme est égal à n. Donc ici, je suppose bien sûr que mon élément est non nul. Bon, bah vous savez que x est dans Bn, et par conséquent, il est dans An. Et ça implique alors que phi A de x est inférieur ou égal à n. Mais n, c'est quoi? Bah, c'était l'évaluation, là, c'était la valeur de x selon le stasme nu. Donc ça veut dire que c'est inférieur ou égal, pardon, le n, il vaut nu de x. Et donc je viens de démontrer en effet que phi A de x est inférieur ou égal à nu de x pour tout x non nul, bien sûr. Donc c'est terminé, je viens de démontrer en effet que phi A est inférieur ou égal à nu. Et vous voyez donc que l'inclusion qui est ici implique l'inégalité entre les stasmes. Et voilà, ceci conclut la preuve. Et donc la résolution de cet exercice. Bien, j'espère que ça vous aura amusé. Je vais donc terminer maintenant en venant sur l'exemple des anneaux d'entiers relatifs. J'espère que vous avez essayé un petit peu de votre côté de calculer à quoi pourrait ressembler le stasme pour les entiers relatifs. Ici, je vais permettre de le faire assez rapidement, juste par question de temps, mais j'aimerais vous montrer ce qui va se passer, et après, je vous laisse le soin de l'écrire un peu plus proprement au besoin. Donc si je prends A comme étant les entiers relatifs, et je veux donc définir phi A, donc phi de z si vous préférez. Bon, alors d'après la définition, je dois partir de A0. A0, c'est l'ensemble des éléments 0, 1, moins 1. Donc je vais avoir 0, les inversibles, et moins 1. Alors maintenant, si on réfléchit un petit peu en termes de division euclidienne, qu'est-ce qu'on peut faire? Quels sont les éléments qu'on peut prendre, tels que quand on va faire la division euclidienne par ces éléments, on va forcément se retrouver avec 0, 1 ou moins 1. L'idée, c'est de se dire que ça, c'est censé être le reste de la division euclidienne qu'on veut. Le reste, si vous pensez à des trucs un petit peu plus évolués en termes de congruence, vous voyez que vous avez alors 3 entiers consécutifs qui donnent donc 3 congruences distinctes. À cause de ça, vous savez que si vous allez jusqu'à de la division euclidienne par rapport à 3, vous êtes assuré que ce truc-là va être satisfait. Le reste, par une division euclidienne par rapport à 3, vous pouvez assurer que le reste va être soit congru à 0, soit congru à 1, soit congru à 2, mais 2, c'est la même chose que moins 1. Et voilà comment on peut obtenir alors A1
Je ne fais pas le détail, mais le détail vient vraiment de la division euclidienne que vous connaissez. Et donc, je vais avoir moins 3, puisque bien sûr je peux prendre les négatifs, moins 2, moins 1, 0, 1, 2, 3. Et si vous réfléchissez à nouveau de la même manière, là vous cherchez les nombres tels que le reste de la division euclidienne admet 7 valeurs distinctes de congruence, ça veut dire que vous pouvez faire de la division euclidienne par rapport à 7. Et donc, vous ne pourrez pas faire plus que 7, et vous allez avoir moins 7 jusqu'à 7. Pareil, vous comptez le nombre de congruences que vous avez obtenu ici. Ici, vous allez en obtenir 15. Et donc, ça veut dire que à 3, ça va aller de moins 15 à 15. Et puis là, regardez attentivement les différentes suites que j'ai écrites. Vous avez 1, 3, 7, 15. Si vous avez un bon œil, vous pourriez reconnaître les puissances de 2 moins 1 qui apparaissent. En effet, à chaque fois ici, donc là, vous avez 2 puissance 1 moins 1, ici vous avez 2 puissance 2, moins 1, ici vous avez 2 puissance 3, moins 1, ici vous avez 2 puissance 4, moins 1, etc. Et donc en fait, vous pouvez démontrer que la n va partir de moins 2 puissance n plus 1, moins 1, jusqu'à 2 puissance n plus 1, moins 1. Et qu'est-ce qu'ils ont en commun, les éléments qui sont dans chacun des AI? Eh bien, si vous remarquez bien, vu que tout a l'air de se jouer par rapport à des puissances de 2, si vous regardez le logarithme deuxième des éléments qui sont en jeu, quitte à mettre des valeurs absolues, vous pourrez constater que là, le logarithme deuxième des éléments qui sont là-dedans est inférieur ou égal à n. Ici, inférieur ou égal à 3. Inférieur ou égal à... Alors, qu'est-ce que j'ai dit? Oui, inférieur ou égal à n, inférieur ou égal à 3, inférieur ou égal à 2. Alors oui, petite chose que je dois mentionner, quand je dis ça, c'est lié plutôt à la puissance de 2 qui se cache derrière. Même si... Est-ce que je dis une bêtise? Non, c'est inférieur... Alors, pardon, c'est inférieur ou égal à 4, c'est ça que j'aurais dû dire, pardon. Donc là, le logarithme deuxième est inférieur ou égal à n plus 1, inférieur ou égal... Inférieur strict, pardon, inférieur strict à n plus 1, inférieur strict ici à 4, inférieur strict à 3, voilà. J'ai commencé à dire inférieur ou égal à 3 parce que ce qu'on va vouloir, c'est une échelle qui, normalement, nous donne des entiers. Donc je ne vais pas me contenter juste d'écrire le logarithme deuxième. Je vais prendre la partie entière de ce logarithme deuxième. Et en prenant la partie entière de ce logarithme deuxième, je vais forcément me retrouver avec quelque chose qui est inférieur ou égal à n. Et donc c'est ça, en fait, le stasme qu'on va obtenir. Ça va être la partie entière du log deuxième de la valeur absolue de x. Donc bien sûr pour x non nul. Puisque je le rappelle, le stasme va être défini pour les éléments non nuls. On pourrait très bien étendre la définition aux éléments nuls, comme on le fait pour les polynômes en disant que le degré c'est moins infini, ou comme on peut le faire pour les valeurs absolues quand on a affaire à une multiplicativité du stasme. Dans ce cas-là, on peut très bien dire que en 0 c'est 0. Ça ne pose pas de problème si l'anneau, bien sûr, parce que tout est lié à une question d'anneau intègre, mais bref. Et bien là, voilà, si je veux définir un stasme minimal sur les antirelatifs, le voici, le stasme minimal, ça va être la partie entière du logarithme deuxième des valeurs absolues de x. Et je trouve que c'est vachement rigolo de se rendre compte que oui, il n'y a pas que la valeur absolue sur les antirelatifs qui nous permet d'avoir une structure d'anneau euclidien. Bien, je pense que c'est un bon endroit pour s'arrêter. Donc, comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser en commentaire vos questions, vos remarques, vos retours concernant cet exercice. Ça fait toujours plaisir de discuter avec vous. N'hésitez pas non plus à partager la vidéo si vous connaissez des camarades qui pourraient être intéressés par cette vidéo ou par le contenu de la chaîne de manière plus générale. Ici, ça sera pour me soutenir. Ici, ça sera pour vous abonner. N'oubliez pas d'activer la clochette. De nouvelles vidéos vont se proposer à vous pour continuer à faire le tour de la chaîne. Et sur ce, je vous retrouve très vite pour de prochaines aventures mathématiques. Portez-vous bien et à très bientôt. Salut à tous!